Rebonjour tout le monde, nous revoilà pour cette deuxième édition de la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe. Nous sommes à l'atelier numéro 2, on va passer à l'atelier numéro 2 qui s'intitule les clauses sociales, vecteurs d'activité et d'emploi. Quelles opportunités pour l'ESS? Alors je rappelle aux personnes qui viennent de nous rejoindre qu'on est en live sur la page Facebook de la CRES des îles de Guadeloupe. Et les personnes qui nous suivent en étant sur Zoom, vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant la fonction questions et réponses. Et nos intervenants panélistes pourront vous répondre en direct ou poser vos questions directement. Donc voilà, donc sans plus tarder, donc on l'a vu tout ce matin, le parcours d'un acteur de l'ESS qui souhaite avoir différentes questions sur ces dispositifs d'accompagnement, donc à la fois auprès de la région, auprès du département, de l'État et également donc de la BGE, de la Banque des Territoires et de France Active. Maintenant, on va passer à un sujet un peu différent, où on passera donc aux clauses sociales. Alors, on passe la parole à Angela Clodion et Catherine Romuald du département. Est-ce que vous souhaitez qu'on projette la vidéo tout de suite ou on le fera par la suite? On le fera par la suite. Par la suite, très bien. Donc voilà, donc je passe la parole à Angela Clodion de la région Guadeloupe. Bonjour à tous. Donc, je pense qu'on m'entend bien. Oui, Angela, on t'entend. Ah, parfait. OK. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Madame Romuald qui va commencer notre présentation. Juste pour vous dire que moi, je suis chef du service de l'emploi, de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire au Conseil régional. Et donc, c'est le service qui est en charge d'assurer le suivi des clauses sociales au sein des marchés de la région. Donc, je vais laisser sans plus tarder Madame Romuald. Merci, Angela. Bonjour à tous. Catherine Romuald, DGA en charge de l'insertion au conseil départemental. Donc, je vais co-animer avec Angela cet atelier. On va essayer d'être bref, précise, puisqu'il y a eu beaucoup de retard qui a été pris. Et puis, nous aurons des intervenants qui vont venir en fin d'atelier avec nous. Ce sont des témoignages. Donc, nous en aurons 3 et 1 par vidéo. Donc, les clauses sociales, on va vous expliquer, on va décoder un peu la clause sociale pour vous aujourd'hui et vous montrer en quoi celui-ci peut être un vecteur de levier de retour à l'emploi, mais aussi et surtout pour les associations connectées, un vecteur d'activité. Donc, on va vous présenter les fondamentaux de cette clause très rapidement. Ensuite, on va vous montrer les enjeux qu'il y a à déployer les clauses sociales en Guadeloupe et nous vous expliquerons comment renforcer la coopération territoriale pour amplifier ce déploiement et surtout l'action et l'accompagnement des collectivités là-dessus. Alors, c'est un atelier que nous allons dérouler en 4 séquences. Donc, dans un premier temps, la clause sociale, on vous expliquera ce que c'est, pour qui, quels sont les chiffres clés de la commande publique au national, dans les DOM et sur notre territoire. Quel est le cadre juridique? Nous verrons que c'est un cadre juridique qui est quand même favorable, plutôt favorable à l'inclusion de clauses sociales dans la commande publique. Quels sont les différents types de clauses sociales? L'organisation territoriale sera abordée dans une séquence 3, puisqu'il va falloir également mettre en place une organisation pour que cette clause sociale se déploie de manière efficiente sur notre territoire. Quels sont les enjeux pour le territoire, les acteurs et l'écosystème qui gravitent autour de la clause sociale. Et enfin, nous terminerons par la dernière séquence 4, où nous aurons les illustrations locales de la clause avec quelques témoignages de structures d'insertion, d'établissements intervenant dans le travail protégé, d'une entreprise de travail temporaire d'insertion et du CHU. Alors, on démarre et on rentre numéro 1 sur la clause sociale. Donc, aujourd'hui, quand une collectivité publique souhaite dépenser, entre guillemets, l'argent, donc les ressources, elle a 2 possibilités. Donc, sur la partie droite de l'écran, la collectivité peut décider, ou l'État, puisque ce n'est pas que les collectivités, l'État aussi, peut décider d'attribuer des subventions, faire du mécénat,
éventuellement mettre en place des conventions d'occupation des sols. Quand la collectivité ou l'État agit dans ce cadre-là, elle n'est pas dans le cadre de la commande publique. Pour être dans le cadre de la commande publique, il faut qu'elle passe soit par le dispositif des marchés publics, donc c'est un marché qui est conclu par l'opérateur, par l'acheteur public ou privé avec un opérateur économique, donc il va lui confier la réalisation de travaux, l'achat de fournitures ou éventuellement une prestation de service, ou alors il peut passer par des contrats de concession. Donc, quand on est dans ces deux cadres-là, le marché public ou la concession, ce sont les deux espaces dans lesquels l'État ou les collectivités vont pouvoir inclure de la clause d'insertion. Donc, ces clauses d'insertion, bien sûr, ça répond donc à un cadre juridique bien précis qu'on vous expliquera tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir rapidement, cette clause d'insertion, en fait, historiquement, c'est toujours les acheteurs publics qui ont favorisé donc l'emploi par leur statut d'employeur et de financeur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'achat public sur l'économie. Et donc, la clause sociale, il faut la voir comme un outil que les acheteurs publics ont à leur disposition pour développer l'emploi sur le territoire à partir d'achats qu'ils vont réaliser. Donc, ce dispositif, quand il se met en place, ça permet dans le cadre d'une commande publique de réserver des heures de travail. Donc, ces heures de travail ne sont pas réservées à n'importe qui, elles sont généralement réservées à ce qu'on appelle, dans notre jargon, à nous, les services, les publics du service public de l'emploi, donc du SPE, et ce sont généralement des personnes qui rencontrent des difficultés. Donc, ce sont les demandeurs d'emploi. Pour la plupart du temps, ça peut être aussi des jeunes, ça peut être aussi des travailleurs handicapés. Donc, des personnes aujourd'hui qui ne sont pas, on va dire, dans la fluidité sur le marché du travail et qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, ces heures de travail vont être positionnées dans le cadre de l'exécution des contrats de marché public ou de concession, donc qui relèvent de la commande publique, comme je viens de vous le dire. Du coup, pourquoi est-ce qu'en Guadeloupe, on a décidé donc de déployer cette clause, mais c'est aussi les mêmes objectifs qui sont sous-tendus au niveau national. C'est parce qu'on a compris que la clause sociale pouvait permettre de développer une stratégie en faveur de l'emploi et du développement local sur un territoire. Donc, ça doit être porté par une volonté politique, puisque il faut que les collectivités, l'État statuent en ce sens. Bon, on a tout un arsenal juridique aujourd'hui qui existe et qui pousse et qui incite et qui oblige parfois à mettre en place ces clauses. Et ça nous permet, en fait, ça permet en tout cas aux politiques de s'appuyer donc sur cette commande publique pour développer l'emploi et soutenir le secteur de l'insertion. Donc, on peut favoriser l'emploi dans les entreprises commerciales, on peut le faire dans les structures d'insertion par l'activité économique. Vous allez le voir en fin d'atelier, il va y avoir des témoignages pour vous expliquer comment on s'y prend, ou éventuellement travailler donc avec le secteur qui aujourd'hui œuvre dans le secteur protégé, que sont notamment les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, la clause sociale, on va vous projeter quelques chiffres. Vous verrez que c'est un bon moyen pour pouvoir ramener des personnes à l'emploi. Donc, c'est un effet à court terme qui est relativement efficace. Ça permet aussi de structurer des parcours d'insertion parce qu'on sait que quand on accompagne les personnes, souvent, elles passent par des phénomènes de yo-yo, donc du chômage, des périodes d'activité du chômage. L'idée, c'est qu'en utilisant cette clause, on puisse lisser les parcours et les consolider. Et à moyen terme, bien sûr, ça permet donc de qualifier des personnes et de répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Juste quelques chiffres pour vous montrer que, alors on a extrait ces chiffres du site de la Banque des Territoires où il y a une étude sur les sorties sur les clauses sociales et vous verrez qu'en général, la plupart du temps, 10% des personnes vont sortir vers des emplois en CDDI, 9% vers des emplois en CDD, une partie vers de l'intérim, mais la grosse partie de ces personnes, donc vous voyez 33%, vont poursuivre des parcours d'insertion, notamment par la formation professionnelle pour leur permettre, bien sûr, de retrouver un emploi. Alors, quand on regarde voilà, sur le schéma d'à côté, la situation des bénéficiaires à l'issue de la période close, on voit bien que 47% d'entre eux, à 6 mois, sont en emploi et 12% d'entre eux et 32% d'entre eux sont encore en emploi à 12 mois. Donc, l'effet levier de la clause fonctionne. Alors, pour qui sont prévues ces clauses sociales? Alors, on introduit donc des clauses sociales, on s'appuie sur la commande publique
pour accompagner, Catherine l'a dit tout à l'heure, des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, des personnes qui sont éloignées et qui souhaitent retourner en emploi et être maintenues dans leur emploi. Donc, on peut distinguer les publics cibles, traditionnellement les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes de bas niveau de qualification ou sans expérience, mais également issus de quartiers prioritaires, les bénéficiaires du RSA ou de minima sociaux. Les demandeurs d'emploi seniors également peuvent être pris en compte dans cette clause sociale d'insertion, les publics reconnus travailleurs handicapés et également les personnes en parcours d'insertion par l'activité économique. Donc ça, ce sont les publics classiques. On retrouve également d'autres publics comme les réfugiés ou les personnes placées sous main de justice. Aussi, il y a une possibilité à travers la clause de favoriser un public féminin. Alors, la suivante. Donc, les bénéficiaires, juste un petit focus sur les structures d'insertion par l'activité économique. Je ne vais pas revenir dessus. Ce sont des structures qui bénéficient d'un agrément de l'État, de la DET, anciennement DIECT, qui accompagnent des personnes donc, en difficulté dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle en prenant appui une activité économique, donc un support qui leur permet d'être en situation de travail. Donc, on peut distinguer les ateliers chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion et les groupements pour l'emploi, l'insertion et la qualification. Donc, l'idée de toutes ces structures qui ont chacune un statut particulier, mais qui, pour toutes, ont le même objectif, c'est vraiment d'accompagner les publics qui sont les plus éloignés de l'emploi vers cet emploi dans le cadre d'un parcours sécurisé et pour lequel ils bénéficient d'un accompagnement individualisé. Les bénéficiaires suivants relèvent donc du travail protégé. Donc, il s'agit des structures du travail protégé. Il s'agit des entreprises adaptées qui sont des entreprises classiques et qui emploient à minima 80% de travailleurs reconnus handicapés. Donc, il s'agit de les soutenir, de les accompagner pour qu'ils puissent consolider leur projet professionnel et ainsi s'insérer de manière valorisante sur le marché de l'emploi. Donc, les entreprises et services d'aide par le travail, donc les ESAT communément, donc entreprises et services d'aide par le travail, sont des établissements médico-sociaux qui permettent de favoriser l'intégration professionnelle des personnes dans l'incapacité de s'insérer soit dans une entreprise adaptée ou dans le milieu ordinaire et qui peuvent bénéficier d'un accompagnement pour ce faire. Alors, on passe à la séquence quotidien sur la slide. Donc, on avait prévu de le faire en interactif avec Angela. Par contre, c'est vrai qu'on avait oublié qu'on n'était pas en formule normale de Zoom. Donc, on va vous passer donc, les chiffres. On voulait vous faire ce quiz, en fait, sur lequel, pour voir si vous vous situez un petit peu dans cette commande publique et vous demander quel était le montant des marchés publics en France en 2017, si vous aviez une petite idée. L'idée, c'était que les personnes réagissent par le chat. Mais bon, comme on est déjà en retard, je ne vais pas faire durer le suspense. Donc, aujourd'hui, la commande publique, en 2017, en tout cas, elle représentait 89 milliards d'euros. Donc, c'est très important. Les principaux acheteurs aujourd'hui sont essentiellement, vous le voyez, donc les services de l'État, les collectivités territoriales, et puis il y a une rubrique autre qui nous est aussi indiquée. Qu'est-ce que les acheteurs publics achètent en fait? Donc, essentiellement, vous le voyez, des travaux. Donc, ce sont des marchés de travaux pour 29,7 milliards. Ensuite, les marchés de services pour 42,8 milliards et les fournitures pour 27,5 milliards. Donc, essentiellement, les services. Et donc, à qui profite aujourd'hui donc cette commande publique? C'est-à-dire, ces collectivités, c'est l'État qui achète, ça va où? Donc, on voit ce qu'ils achètent, mais qui est-ce qui en fait bénéficie de cette commande? Donc, les titulaires de marché, en majorité, sont des TPE-PME pour 57,5% des contrats. Les ETI, les entreprises de travail de taille intermédiaire pour 21,4% et les groupements d'employeurs pour 21,1%. Quelle est la part du marché public qui intègre de la clause? Donc, en 2017, on voit que ce sont surtout les collectivités locales qui ont introduit de la clause sociale dans leur marché.
pour 15,6% quand l'État est à 4%. Donc, la clause d'insertion représente un fort potentiel de développement qu'il faut qu'on accompagne et qu'il faut qu'on puisse organiser sur notre territoire. Donc, alors voilà. Angela, vas-y. Oui, oui, juste pour appuyer. Donc, du coup, ce que tu viens de dire, Catherine, on voit bien ici à travers ce graphique que les collectivités locales donc, et les EPCI sont les principaux acheteurs publics, suivis par l'État et les bailleurs sociaux, en tout cas pour ce qui concerne les Antilles-Guyane. Donc, on voit quand même des volumes de commandes publiques qui sont particulièrement conséquents et qui évoluent dans le temps. Donc, quand on prend l'exemple des collectivités locales, on passe à 667 millions d'euros à 700 millions d'euros entre 2015 et 2017. Donc, ce sont des chiffres qui évoluent encore et qui seront amenés à évoluer à la hausse, ce qui représente, comme Catherine le disait, un volume et un potentiel closable sur le territoire, sur les Antilles-Guyane et sur notre territoire assez important. Alors, concernant la ventilation de la commande publique, donc on constate qu'au niveau Antilles-Guyane, ce sont les services qui sont les plus achetés par nos acheteurs publics, suivis par les travaux et puis les fournitures. Donc là encore, c'est un potentiel à exploiter. S'agissant donc de la commande publique, particulièrement en Guadeloupe, c'est 528 millions d'euros entre 2012 et 2017, avec aussi une augmentation observée depuis 2015 avec la réforme des marchés publics. Et donc là, vous avez à l'écran l'évolution du montant qui a atteint un pic en 2013 à 619 millions en Guadeloupe. Donc, les chiffres suivants sur les résultats. Voilà, sur l'année 2018, donc, nous sommes allés regarder les résultats consolidés au niveau national et proposés par le réseau AVE, Alliance Vie d'Emploi, qui est un réseau qui regroupe les éléments et qui est un peu l'observatoire de la commande publique et qui nous indique en fait avoir consolidé les résultats liés à la clause sociale pour 325 structures, aujourd'hui sur 456 facilitateurs sur le territoire national, et on voit que les PLI, les maisons de l'emploi, les collectivités territoriales ont contribué donc, à établir les données qui sont présentées ici. Donc, on a 9607 équivalents temps plein qui sont passés en tout cas par la clause d'insertion, ce qui représente 15 437 990 heures d'insertion au titre de l'année 2018. On voit 37 000 participants, donc vous voyez le potentialité que ça représente en termes de personnes, converties en ETP. On est à 9 000, mais c'est quand même 37 000 bonhommes, en fait, qui sont passés donc, par la clause d'insertion. Et ce sont des entrées qui sont en augmentation, puisqu'on note en 2018 qu'il y a 10% d'augmentation par rapport à l'année 2017. Ça représente plus de 52 000 contrats de travail. Et quand on regarde un petit peu dans les chiffres du logiciel Close aujourd'hui, on voit que le cumul des contrats de travail enregistrés correspond à 427 583 contrats. 81% des participants sont en situation d'emploi 6 mois après leur premier contrat close. Donc, ces éléments que nous fournissent AVE qui sont issus du travail de collecte et de compilation des données des facilitateurs nous montrent à quel point ce système permet donc de remettre à l'emploi. En termes de profil des bénéficiaires, pour l'instant, ce sont surtout les hommes qui rentrent donc dans le dispositif Close, mais c'est aussi lié quand on le regarde aux marchés qui sont attribués, qui sont souvent des marchés de travaux, donc beaucoup dans le BTP. On voit que la moyenne d'âge se situe pour la plupart du temps entre 25 et 40 ans. Que ce sont surtout les demandeurs d'emploi de longue durée, des DELD qui rentrent le plus sur les clauses sociales. Et puis, on voit qu'en quelque part, ce sont surtout les bas niveaux de qualification, puisque le niveau 5 représente quand même pas moins de 13 000 entrées sur la totalité des entrées présentées tout à l'heure. Donc, comme vous le voyez, je le disais, 52% sont dans les métiers de la construction du bâtiment et des travaux publics, et suivi quand même
pour moitié des services à la personne. Donc, tous les secteurs aujourd'hui sont éligibles à la clause. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'exemples qui nous sont proposés ici avec des proportions un peu différentes. Donc, ça veut dire que tout est possible en termes de métier pour pouvoir s'intégrer par la clause. Donc, les métiers du BTP, certes, mais on peut retrouver de la clause dans les métiers de la communication, du multimédia, de la banque, en tout cas des services de manière générale. Donc, voilà cette première radiographie que nous avons voulu vous présenter pour vous expliquer un petit peu et planter le décor. On va rentrer maintenant avec Angela sur la partie liée donc, au cadre juridique avec donc, depuis 2015 ce nouveau code de la commande publique. Merci Catherine. Donc, on l'a vu effectivement, donc un volume de commandes publiques conséquent, des métiers variés, des possibilités diverses. Et toutes ces possibilités nous sont offertes hein, avec le nouveau code, notamment pour ne retenir que le dernier cadre en vigueur, hein, le code du 1er avril 2019, qui repose sur les ordonnances et le décret de 2018, hein, et qui reprend les dispositions en faveur de l'achat public responsable, en faveur de l'accès aux TPE et PME à la commande publique et bien entendu donc des dispositions qui sont favorables aux clauses sociales d'insertion. Alors, dans le détail, rapidement en tout cas, sur l'achat en faveur, les dispositions en faveur de l'achat responsable. Donc, il s'agit vraiment pour l'acheteur public aujourd'hui de bien définir son besoin hein, pour construire une consultation qui prend compte des objectifs à la fois environnementaux, donc on parle d'environnement durable, la dimension économique, sociale, environnementale. Donc, on reste dans cet impact hein, dont on parlait à l'atelier précédent et qui a été présenté notamment par France Active. Donc, un impact social, environnemental, économique favorable à un achat responsable. Donc, avec aussi la possibilité, hein, au fur et à mesure, de monter en puissance sur la labellisation, achat public responsable et responsabilité sociale des entreprises. S'agissant des TPE, donc effectivement, la commande publique, donc le code des marchés est également a permis d'introduire des dispositions très favorables au développement local. On l'a dit en préambule, il s'agit vraiment d'accompagner et de soutenir les acteurs, aussi bien les bénéficiaires que les entreprises qui vont pouvoir les accueillir. Donc, dans ce cadre-là, l'allotissement est une règle et ça, c'est très intéressant même, puisque ça permet à l'acheteur public de séquencer, hein, de segmenter son achat et du coup de pouvoir offrir plusieurs lots, des petits lots, ce qui rend plus accessible la commande publique à des petites entreprises qui donc peuvent répondre sur des lots et non pas sur l'intégralité du marché. Donc, il s'agit également de conditions favorables, notamment pour le versement, qui peut se faire en direct par le maître d'ouvrage des sous-traitants ou le versement d'avance. On peut également noter comme une disposition favorable le sourçage, qui permet aujourd'hui à l'acheteur public hein, de consulter donc les professionnels, les acteurs, de manière à bien identifier le besoin, bien se rendre compte de la possibilité qu'aujourd'hui le territoire a de répondre à cette commande publique et à la consultation lancée, de manière à bien calibrer et bien cadrer le marché lancé. Donc, il s'agit également d'une possibilité de répondre en groupement. Hein. C'est une démarche que l'on encourage particulièrement au sein de l'ESS et de la gouvernance mise en place. C'est vraiment de travailler ensemble pour pouvoir répondre et proposer une offre cohérente sur le territoire. Alors, aux côtés de ces dispositions prévues donc, par le Code de la commande publique, il y a tout un arsenal, on va dire, juridique qui existe encore hein, pour favoriser le développement de la clause. Rien que, je vous les cite rapidement parce que vous pourrez les retrouver. Donc, vous avez donc la loi d'économie sociale et solidaire hein, qui, elle, va contraindre les collectivités qui ont des achats publics qui dépassent on va dire 100 millions d'euros par an, l'obligation pour elle de mettre en place un schéma de promotion des achats publics, pardon, excusez-moi, socialement responsables. Donc, ça veut dire que ça engage la collectivité à regarder en interne ce qu'elle fait et à faire en sorte que sa commande publique soit closée et qu'elle soit elle-même vecteur et porteur
de ce discours et chaque région aujourd'hui est tenue de conclure une convention avec l'État. Et ça peut permettre de faciliter le retour à l'emploi durable des personnes. On a donc ce plan national d'action voilà, pour les achats publics durables donc, qui a été mis en place par le ministère de l'écologie et du développement. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un objectif qui a été fixé de faire en sorte que 25% des marchés qui sont passés au cours de l'année comprennent une disposition sociale ou environnementale. Donc, voilà, ça permet en même temps d'obliger l'État et les collectivités à regarder leur marché et de faire en sorte qu'une fois qu'ils ont été analysés, qu'on puisse mettre en œuvre la clause au sein de ces marchés. Ensuite, la Direction générale emploi, formation professionnelle qui relève du ministère du Travail a produit une circulaire en 2019. Cette circulaire donc, vise l'inclusion, donc le fonds d'inclusion en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et donc aujourd'hui, il y a donc la possibilité pour les DETS de soutenir des initiatives locales en faveur de l'emploi et bien sûr en s'appuyant sur la clause sociale qui est considéré aujourd'hui comme un outil de la politique d'inclusion sociale. Donc, et enfin, cette instruction ministérielle du 11 avril 2019 relative donc aux clauses sociales et permettre l'accès au marché du travail pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, c'est sur cette dernière disposition que la préfecture et les services de la collectivité départementale se sont appuyés pour proposer donc une organisation territoriale que je vais développer tout à l'heure. Donc, cette instruction nous demande de nous rappeler quels sont les publics cibles que nous avons sur notre territoire, de définir des modalités de ciblage ensemble et de décrire des orientations qui nous permettent donc de créer des parcours d'accompagnement via la clause pour les bénéficiaires, donc demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou autres jeunes. Donc voilà ce cadre juridique qui vous a été rappelé. Maintenant, vous me direz, mais comment on fait techniquement quand on est acheteur public pour mettre en œuvre cette clause et comment vous, structure de l'économie sociale et solidaire, vous pouvez vous retrouver là-dedans. Alors, on a fait un beau schéma, enfin, on l'a pas fait, on l'a trouvé d'ailleurs. Et ce petit schéma, je vais vous le commenter pour vous expliquer quand on est une structure de l'ESS aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut intervenir et obtenir des opportunités en termes d'activité via la clause sociale. Donc, on a 4 dispositions juridiques aujourd'hui qui permettent à l'acheteur public d'introduire la clause sociale dans sa commande publique. Alors, pour parler simplement, je suis une collectivité départementale et je décide de lancer un marché public dans lequel je vais mettre de la clause sociale. J'ai 4 possibilités, 4 modalités à ma disposition pour mettre la clause sociale dans mon marché. Alors, soit je fais de la clause sociale une condition d'exécution du marché. Donc, quand je suis dans ce cadre-là, vous êtes l'opérateur qui va répondre à mon marché. Si vous voyez que dans mon marché, j'ai indiqué ma clause sociale comme une condition d'exécution, ça veut dire que j'ai décidé que, par exemple, sur un volume d'heures, on va dire, juste pour prendre pour 100 000 heures de travail, je vais prendre 10% de ces 100 000 heures de travail. Donc, et je vais dire que ces 10% seront réalisés par le biais de l'insertion. Donc, vous allez répondre à mon marché, vous prenez connaissance de la clause, vous allez répondre à mon marché et au moment de la réponse, vous n'êtes pas encore obligé de me dire comment vous allez décliner cette clause. Vous en prenez acte, vous savez que vous allez devoir mettre en place la clause, mais si vous remportez le marché, c'est à ce moment-là, au moment de la notification, que je vais vous demander de m'expliquer comment vous allez faire. Donc, soit vous allez embaucher des personnes qui vont relever de l'insertion. Donc, les publics que Angela a cités tout à l'heure, si vous recrutez des personnes qui relèvent de ce public, on pourra considérer que sur le volume d'heures d'insertion que vous avez à faire, c'est une façon pour vous d'exécuter la clause. Vous pouvez à ce moment-là sous-traiter des heures avec une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, par exemple, un ACI peut très bien venir faire de la sous-traitance avec vous pour réaliser le volume d'heures d'insertion qui est prévu. Ou vous pouvez acheter des heures d'insertion à une ETI
Donc, une entreprise de travail temporaire d'insertion qui va venir donc vous aider à remplir la condition d'exécution du marché. Donc, ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, moi, acheteur public, je peux décider que la clause d'insertion, finalement, sera un critère d'attribution du marché. Ça veut dire que quand je vais recevoir toutes mes offres, l'opérateur qui me répond est obligé de me formaliser la démarche qu'il va mettre en place pour exécuter la clause d'insertion. Et en fonction de ce que les opérateurs vont me répondre, les entreprises vont me répondre, moi, acheteur public, je vais regarder voilà, quelle est l'offre la plus intéressante sur ce point-là. Et ce critère-là sera celui qui va me permettre d'attribuer mon marché. Ensuite, on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des marchés réservés. Donc, les structures d'insertion par l'activité économique ou alors le secteur protégé que sont les ESAT et les EA peuvent très bien répondre à un marché qui leur sera entièrement dédié parce qu'il y aura un lot, comme l'a expliqué Angela tout à l'heure, pour lequel l'acheteur public va décider de le réserver. Donc, vous allez avoir un témoignage tout à l'heure d'une structure qui a répondu à un marché réservé. Elle va vous expliquer comment est-ce qu'elle a pris connaissance de ce marché et quelles étaient les conditions et comment est-ce qu'elle a fait pour répondre à ce marché-là. Donc, à partir du moment où vous voyez un acheteur public mettre en place un marché réservé, il faut regarder est-ce qu'il est destiné à une SIAE, est-ce qu'il est destiné au secteur protégé et répondre en fonction de ça. Alors, ça a un avantage, cette modalité a un avantage, c'est que ça donne de la visibilité aux opérateurs qui sont sur le territoire, qui en fait vont pouvoir structurer leur activité économique autour de ces marchés. D'où l'intérêt de développer par les acheteurs publics cette modalité qui permet de consolider l'équilibre économique de ces structures-là. Et c'est exactement la même démarche qui peut se reproduire en mettant des marchés réservés au champ de l'ESS. Et ce n'est pas tout le champ de l'ESS qui est concerné ici, c'est uniquement pour les services de santé, les services sociaux ou les services culturels. Donc, ce sont les 4 grandes modalités de mise en œuvre aujourd'hui de la clause qui existent et qui sont donc à la main des acheteurs quand ils rédigent les marchés publics. Juste pour vous donner un petit exemple de ce qui aujourd'hui est le plus utilisé comme modalité, vous voyez que là, j'ai 4571 ETP qui ont, en fait, en tout cas, c'est la modalité d'intérim aujourd'hui et de mise à disposition qui est la plus utilisée. L'embauche directe arrive derrière, la sous-traitance et la co-traitance avec le secteur de l'IAE. Ensuite, c'est la 3e modalité. On a une case qui n'est pas remplie, mais quoi qu'il en soit, la répartition des contrats de travail, on voit bien que c'est surtout la modalité intérim qui remporte la palme. D'ailleurs, je crois que Pizzarotti est connecté par M. Mandane nous expliquera un petit peu comment ça se passe. Angela. Merci Catherine. Juste en complément également de la présentation précédente, il faut savoir que c'est la clause d'exécution du marché qui a jusqu'à présent été utilisée par les acheteurs publics, puisque très facile à mettre en œuvre. Pour autant, effectivement, comme vous l'a présenté Catherine, il y a il y a plusieurs possibilités qui peuvent être favorables au secteur de l'IAE et de l'ESS. Alors, s'agissant de la commande publique du conseil régional, donc, à 80% des marchés pour lesquels nous avons intégré une clause sociale concernent les travaux, l'embellissement du réseau routier, donc avec embellissement, terrassement, assainissement. Et puis également, donc, à noter une délégation de service public qui est en cours et qui, elle aussi, a consacré un fort effort financier de la collectivité, puisqu'on voit un fonds doté à hauteur de 750 000 € pour la formation, et donc qui exige un certain nombre d'heures de formation et d'insertion pour les personnes qui pourront être recrutées dans le cadre de cette délégation de service public sur le très haut débit. Donc, on voit bien que la clause sociale est au cœur de l'actualité, au cœur des projets structurants du territoire et donc avec des volumes assez importants. Donc, à titre d'information, l'achat public
a représenté en 2019 au Conseil régional de Guadeloupe un montant de 100 millions d'euros pour un volume de 200 marchés. Donc, on se répète, mais vraiment, c'est un volume financier et un nombre de marchés qui est assez conséquent et pour lesquels, en fait, la clause est, il est possible d'intégrer une clause sociale. Donc, à savoir des marchés de travaux, que ce soit les bâtiments. Alors, il y a peut-être un souci au niveau de votre connexion, Angela. Ah, vous ne m'entendez pas? C'est haché, en fait. Ça oui, passe. Voilà. Je suis là. Là, c'est bon, vas-y. Comment? Ah, ok, bon. Alors, je reprends simplement sur les marchés de services, donc 36 millions d'euros et 56 marchés. Et puis, les marchés de prestations intellectuelles, donc 4 millions d'euros pour 60 marchés. Donc, voilà un petit peu la cartographie de la commande publique du Conseil régional, voilà, entre 2015 et 2020. Alors, je vais laisser Madame Romuald, Catherine, pour la cartographie. Alors, côté collectivité départementale, nous avons fait le choix de ne présenter que la commande publique closée. Donc, depuis 2018, nous avions lancé une action en interne pour sensibiliser les collègues rédacteurs des marchés à mettre en place la clause, donc après une période de formation. Donc, entre 2019 et 2021, il y a 32 marchés qui ont été tous closés. Et ça représente à peu près 67 millions d'euros. Donc, ce sont surtout les marchés de travaux, donc construction, réhabilitation des collèges, des routes, pistes d'aérodromes, les établissements administratifs, usines. Donc, on a 17 marchés qui ont représenté un peu plus de 52 millions d'euros. Ensuite arrivent les marchés de services, où là, on a closé des marchés en prestations intellectuelles, il y en a 12. D'ailleurs, j'en ai un qui me revient à l'esprit, qui est celui du marché de suivi du plan de convergence, notamment, pour vous donner un exemple, qui représente donc 11 millions d'euros pour ces marchés de services et 3 marchés de fourniture pour 3 millions. Et j'ai détaché, puisque le SDIS est aussi un opérateur qui travaille avec l'accompagnement de la collectivité. Donc, on a 8 marchés actuellement qui sont en prévision concernant donc, la rénovation des casernes de pompiers. Donc, voilà un peu, donc vous voyez, comme l'a dit Angela tout à l'heure, que ce sont de gros volumes financiers et que ces volumes financiers, il nous appartient, collectivité, État, de faire en sorte qu'il y ait un retour vers, bien sûr, les entreprises guadeloupéennes, mais aussi donc, les demandeurs d'emploi du territoire. Donc, ça va nous permettre d'aborder avec vous l'organisation territoriale à mettre en place pour qu'il y ait, bien sûr, une réussite dans cette démarche. Du coup, on vous a mis un petit schéma pour vous exposer un petit peu comment est-ce que collectivité et État, nous sommes en train de nous mobiliser. Alors, pour commencer une démarche comme celle-là, il faut bien sûr qu'il y ait une volonté politique derrière. Il faut que les élus soient sensibilisés à tout ce qu'on vient de vous expliquer tout à l'heure pour qu'ils puissent mettre en place ces fameux schémas de promotion des clauses sociales et s'engagent réellement à les mettre en œuvre. Donc, au conseil départemental, comme je vous disais, en 2018, on a commencé ce travail et donc, ça aboutit en mars 2021 au vote par l'Assemblée délibérante d'un schéma départemental de la promotion de la clause sociale dans lequel on s'engage sur la mise en place en 3 ans de 1100 ETP à disposition des publics demandeurs d'emploi via la clause sociale. Et pour cela, donc, nous avons délibéré en ce sens. À côté de cette expression, des politiques, ça a eu un impact direct sur notre organisation en interne, puisque nous avons formé tous les rédacteurs de marché à l'introduction d'une clause sociale et on les a dotés d'un outil qu'on a appelé le clausier. Ce clausier leur permet d'avoir des clauses rédigées à l'avance en fonction de la modalité retenue. Et ce qui est important, c'est que nous avons recruté un facilitateur des clauses qui, en fait, aux côtés des services de la commande publique, va aider à mettre la clause dans les marchés
va écrire avec eux les procédures. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'une fois que le marché est notifié, ce facilitateur va accompagner. Donc, il va mobiliser en interne comme en externe les entreprises, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi tout le réseau de l'accompagnement. Donc, tous ceux qui aujourd'hui sont en capacité de fournir des publics, donc le Pôle emploi, la mission locale, le Cap emploi, bien sûr, on peut avoir des associations aujourd'hui qui font de l'insertion, donc je pense particulièrement au PIE aussi, qui peuvent venir donc accompagner, mobiliser des publics. Donc en interne comme en externe, il y a eu des copiles, il y a eu des séminaires, il y a eu de la formation et on continue encore à former le territoire puisqu'on va mettre en place très bientôt ce qu'on appelle les référents clauses d'insertion. Donc je passe la parole à Angela. Donc ça c'était la partie interne, mais il faut aussi mobiliser le territoire. Merci Catherine. Alors concernant l'expression de la volonté politique concernant la région Guadeloupe, une délibération sera prise, si tout va bien, d'ici à la CP du 6 mai, pour acter le renforcement de cette démarche d'introduction des clauses sociales, de manière à ce que ce soit un recours, je dirais presque systématique, dans le cadre de la commande publique régionale et donc pour renforcer la collectivité dans cette démarche-là. Donc, pour ce faire, nous l'avons dit, il faut aussi que les structures soient en capacité d'accompagner les publics et d'apporter une offre de services qui permettent aux structures, aux entreprises ou aux structures elles-mêmes de répondre au marché. Donc, il s'agira de faciliter l'accès aux structures d'insertion et ça se fait notamment par les dotations que nous pouvons verser et l'accompagnement que nous faisons par le biais du dispositif régional d'accompagnement des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, il faut savoir que l'appel à projet a été lancé par l'État et le département en collaboration avec la région, puisque nous sommes également partie prenante. Et donc, c'est un dispositif qui est mis à disposition des structures d'insertion pour les accompagner tout au long de leur cheminement et à renforcer leur modèle économique notamment. Il s'agit également de diversifier la clause sociale d'insertion. Catherine l'a bien expliqué tout à l'heure, puisqu'il y a 4 grandes modalités de clauses. En général, nous utilisions la clause comme condition d'exécution, puisque c'était on va dire, une simplicité aussi bien pour l'acheteur public que pour celui qui répondait au marché. Mais il y a une diversité qui est offerte par le Code des marchés et qui permet aujourd'hui de réserver des marchés soit à des structures d'insertion par l'activité économique, soit aux structures du travail protégé. Et donc, ça, c'est aussi une diversité à exploiter pour favoriser ces secteurs sur le territoire. Donc, tout ceci, comme l'a dit Catherine, ne peut se faire sans un partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, le service public de l'emploi, les entreprises elles-mêmes. Enfin, voilà, c'est tout un écosystème qui doit se mobiliser pour que la clause sociale puisse être mobilisée de manière efficace sur notre territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons… Alors, juste avant de vous expliquer un petit peu la dynamique qui est mise en œuvre par le département, on va simplement vous expliquer que c'est une dynamique sur la slide suivante qui est déjà en route sur le territoire, notamment par les clauses d'insertion qui sont intégrées au CHU, au programme de renouvellement urbain de Pointe-à-Pitre, les bailleurs sociaux qui sont déjà initiés à la question depuis un certain temps, et puis le marché d'embellissement des giratoires sur les réseaux routiers que vous pouvez voir notamment en exemple le rond-point de la Casse-Avril, mais nous aurons aussi une petite vidéo là-dessus tout à l'heure, qui est là un marché réservé lancé par la région et c'est un marché qui a eu plusieurs lots, donc un lot dédié aux très petites entreprises et également 3 lots dédiés, donc uniquement réservés aux structures d'insertion. Et là encore, voilà, c'est une belle illustration de l'intégration de la clause sociale sur le territoire. Alors Catherine, je te laisse la parole sur la démarche que vous avez mise en œuvre. Merci Angela, que j'ai déjà pu puisque le petit schéma m'a permis d'expliciter que le cheminement par lequel on est passé donc depuis l'année 2016, puisque on a un programme départemental d'insertion
qui introduisait déjà dans ces mesures la possibilité de mettre en place une stratégie d'insertion via la clause. Donc, 2018, on a pris une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider à construire tout ça en interne, donc sensibiliser, mobiliser les élus et les services acheteurs. Donc, c'est important de passer du temps quand même à expliquer aux uns et aux autres comment le mécanisme fonctionne. On l'a fait très rapidement avec vous ce matin, mais sachez que c'est quand même des heures et des journées de travail pour faire en sorte que le mécanisme soit bien acquis par les personnes qui doivent le mettre en œuvre de façon à ce que ça puisse fonctionner. Ce qui est important et qui justifie aussi notre présence devant vous aujourd'hui, c'était d'identifier le potentiel d'heures d'insertion que nous pourrions tirer sur le territoire de Guadeloupe par rapport à sa commande publique. Donc, celle du département, mais aussi toute la commande publique, celle de l'État, celle de la région, celle des autres collectivités territoriales que sont les EPCI, les communes, mais aussi le secteur, sans oublier le secteur hospitalier et même celui des bailleurs sociaux. Donc, quand on a regardé ce que ça représentait, ça nous a encouragé effectivement à mettre en place cette stratégie, à recruter un facilitateur, à mettre en place un séminaire et à continuer à informer les personnes là-dessus. Et d'ailleurs, nous avons un partenariat avec le CNFPT, puisque à l'issue du diagnostic territorial qui a été réalisé, eh ben, nous allons donc mettre en place ce qu'on appelle une formation action pour des référents clauses d'insertion à déployer donc, au sein des collectivités, au sein de l'État. Et donc, ces référents vont être formés de façon à pouvoir apporter leur enseignement déjà de premier niveau, parce qu'on n'a qu'un seul facilitateur pour l'instant en Guadeloupe au niveau de la collectivité départementale et il y en a un aussi au niveau de la ville des Abîmes. Donc, il faut qu'on déploie cette compétence-là pour permettre de monter en puissance là-dessus. Et parce que mettre une clause dans un marché, c'est bien. On a déjà fait le premier, on va dire un quart du travail, mais les trois quarts du travail restent à faire après. C'est qu'une fois que l'entreprise se voit attribuer le marché et qu'elle se retrouve avec cette clause sociale, souvent elle est un peu en difficulté. L'idée, c'est de lui faciliter le travail. C'est pour ça qu'on met en place des facilitateurs qui vont lui permettre d'exécuter cette clause et qui vont faire le lien entre l'entreprise, les publics et tout le réseau de l'accompagnement qui existe donc aujourd'hui. Et fort de cela, donc, nous allons déployer aux côtés des référents clauses d'insertion un service départemental dédié à la clause, donc qui sera en appui technique de tous les acheteurs publics de Guadeloupe et de tous les opérateurs qui le souhaitent, ainsi que les entreprises, pour closer les marchés et pour faire le suivi de mise en œuvre. Donc, nous aurons très bientôt 3 nouveaux facilitateurs qui vont arriver et ça nous permettra donc de déployer aussi un autre dispositif puisque pour animer et faire en sorte que la mayonnaise prenne, un club des acheteurs publics doté d'un club des facilitateurs et des référents. Donc, voilà un petit peu toute cette démarche qui est résumée dans ce beau schéma que vous avez ici. Donc, vous voyez bien que la réussite, en tout cas, du dispositif repose sur le facilitateur, qui est donc la courroie, en fait, de transmission entre les acheteurs publics d'un côté, conseil régional, conseil départemental. Donc, vous voyez où il y a des élus, des personnes qui sont en charge de rédiger cette commande publique et qui sont en charge d'acheter. Et le monde des entreprises, les acteurs de l'insertion et le secteur protégé qui aujourd'hui doit profiter au maximum du déploiement de cette clause sociale. Voilà. Rapidement, donc les enjeux pour les structures d'insertion, c'est bien sûr la préparation des publics, les aider à construire leur parcours pour que ce soit des personnes prêtes à être accueillies et à travailler dans le cadre des chantiers ou des prestations attendues par les acheteurs publics. Donc, concernant les acheteurs publics, il y a des enjeux à bien identifier les marchés qui ont un potentiel et qui peuvent être closés, bien informer et rendre lisible l'action. Voilà, pour pouvoir anticiper et puis conseiller les entreprises qui vont répondre à cette clause. Donc, comme l'a dit Catherine, au niveau des institutions, que ce soit région, département, l'organisation se met en place pour ça. Et donc, il est important aussi que les autres collectivités du territoire se mettent en ordre de marche de manière à ce que nous puissions assurer un maillage territorial qui soit fort et cohérent. Donc, pour les entreprises, Catherine?
Donc, pour terminer, avant de passer donc, à la séquence, que ça fonctionne, que ça marche, ça demande évidemment qu'on s'en occupe, mais pour les entreprises aujourd'hui, c'est une vraie opportunité puisque ça peut être une réponse pour elles concrète au volet social et sociétal. Vous savez que dans le cadre de la RSE, donc les entreprises ont des responsabilités à remplir et notamment c'est une manière aussi pour elles de remplir leur RSE en intégrant des personnes en insertion. Et donc, d'aider le territoire d'une manière générale à trouver des solutions pour tout un chacun, pour trouver de l'emploi. C'est une possibilité aussi, durant la clause, d'observer son candidat, de le voir en conditions réelles de travail. Ça peut être aussi un élément qui rentre dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque les personnels qui passent aussi par là, c'est une forme pour elles d'apprentissage, c'est une forme pour l'entreprise on va dire, de SAS pour préparer un futur collaborateur. En même temps, c'est un outil de communication et de valorisation de l'image de l'entreprise. Je pense que M. Mandane nous en dira quelques mots tout à l'heure parce que les très bonnes réalisations de Pizzarotti sont aussi un exemple de valorisation pour cette entreprise de sa RSE. Donc, ça peut permettre d'élargir des possibilités, je vous disais, de recrutement tout à l'heure avec de nouveaux prescripteurs, puisque peut-être que l'entreprise n'avait jamais travaillé auparavant avec une TTI, ou n'avait jamais travaillé avec une SIAE, et c'est aussi le moyen de faire interpénétrer les deux mondes, le monde de l'entreprise classique et le monde de l'entreprise d'insertion, qu'elles puissent se rejoindre à un moment donné pour recruter des personnes. Donc, c'est aussi une ouverture vers de nouveaux fournisseurs et l'usage de solutions locales. Donc, on est bien sur de l'emploi non délocalisable, hein, avec un ancrage territorial fort pour les entreprises. Donc, elle participe aussi donc, au développement socio-économique en offrant donc, aux structures d'insertion par l'activité économique des opportunités. C'est aussi un bon captage de l'innovation sociale. Et bien sûr, ça va se traduire directement sur les publics en insertion, puisque ça leur permet, en ayant accès à ces heures d'insertion, d'accroître leur savoir, d'accroître leurs compétences, d'accroître leur savoir-être au sein de l'entreprise et de rejoindre plus rapidement le monde du travail. Voilà, Nadège, nous en avons terminé. Nous te passons la parole maintenant pour que tu puisses animer la séquence de partage en commençant bien sûr par le petit film. Exactement, donc je vais partager mon écran en ce sens. J'arrête le mien. Ok. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Oui, oui. Le son? Non, il n'y a pas de son. Alors. Est-ce que là, vous entendez le son? C'est faible. Et là? Non, non, non. Alors. Peut-être en attendant, Catherine, il y avait une question sur la collaboration avec les EPCI. Est-ce que tu pourrais apporter un petit élément? C'est quoi la question, Angela? Alors, la question, c'est travaillez-vous également avec les EPCI, notamment les communautés d'agglomération, afin qu'ils closent également leur marché, ceci afin d'aider le territoire? Oui, alors je voudrais, alors on l'a fait avec donc la CARL déjà, puisqu'on a accompagné la CARL sur un marché de nettoyage qui a été closé. On a aussi approché le port, l'aéroport, le SDIS, comme je disais tout à l'heure. Donc, nous sommes tout à fait ouverts. Il faut que les communautés d'agglo nous saisissent. Alors, comme je vous disais, à partir de juillet, on a un renfort en personnel qui arrive sur ces questions-là et qui seront mises à la disposition des acheteurs publics, donc le PCI, les services de l'État, les services hospitaliers aussi. Donc, tous les acheteurs publics pourront solliciter la collectivité départementale pour les aider à closer les marchés et surtout pour les aider à suivre la clause. Merci, Catherine.
Nadège, si le film n'est pas disponible, peut-être qu'on peut passer directement au témoignage. Oui, effectivement, parce que oui, j'essaye de... Oui, donc on va passer donc, au témoignage de Jean-Marc Mandel, hein, qui est gestionnaire du personnel pour Pizza Rôti. Monsieur Mandel, la parole est à vous. C'est mon micro, c'est mieux. Bonjour, vous m'entendez tous? Oui, je vous entends. Oui, parfait. Bonjour. Effectivement, donc l'entreprise Pizza Rôti dans son marché a une clause d'insertion sur ce gros marché qui est sur près de 4 ans. Une clause avec un objectif qui était de près de 180 000 heures d'insertion à réaliser entre le début et bien sûr la fin du projet. La vision, en tout cas, de Pizza Rôti a été dès le début de ne pas se cantonner à ces 180 000 heures en se fixant un objectif à la fois qualitatif et quantitatif qui nécessiterait en fait d'intégrer les personnes dites éloignées de l'emploi, qui sont le public prioritaire de la clause d'insertion, de les intégrer tels des salariés lambda avec des missions concrètes et de ne pas réserver des postes uniquement dédiés à ces personnes. On a été vraiment dans une volonté d'inclusion des demandeurs d'emploi et des personnes éloignées de l'emploi. Jusqu'à présent, et Madame Romuald le disait à l'instant, on peut dire que ça a été un succès, puisqu'on a atteint, voire déjà dépassé l'objectif alors que le chantier n'est pas terminé. On a eu cette volonté, puisqu'on a dépassé de plus de 50 000 heures à l'instant, enfin au 31 décembre, donc on a déjà encore fait plus à l'heure où je parle. On a vraiment eu la volonté d'intégrer nos sous-traitants, de les responsabiliser et de mettre dans les contrats de sous-traitance un ratio lié à cette clause d'insertion et de suivre bien sûr cette clause d'insertion. Alors pour ce faire, en interne, on a mis en place des moyens humains. Madame Padovani, qui est une de mes assistantes, qui s'occupe exclusivement de la clause d'insertion, de la suivi de cette clause d'insertion, puisque nous avons beaucoup de monde, plus d'une centaine de personnes en insertion sur le chantier du nouveau CHU. Cela sous-entend qu'il faille suivre que ce soit le reporting, mais aussi les méthodes de recrutement, les dossiers et l'aspect qualitatif pour chacune de ces personnes. Donc, ça a été essentiel pour nous de mettre les moyens, donc la deuxième chose aussi, d'inclure ces personnes dans les métiers, ce qui fait que finalement, on a toutes sortes de personnes, de métiers et d'horizons. Par exemple, dans mon propre service en ressources humaines, on a une personne qui est en insertion. On va avoir des coffreurs, des ferrailleurs, des personnes qui sont donc, comme je le disais, dans les métiers administratifs, mais également plus techniques, que ce soit sur l'aspect sécurité, qualité, sécurité, hygiène. Vraiment, tous les métiers, ou presque en tout cas, sont représentés dans cette clause d'insertion. L'idée, ça a été donc de permettre à ces personnes de travailler et d'atteindre l'objectif commun qu'on a tous sur le projet, c'est-à-dire construire ce nouveau CHU, mais aussi de leur apporter de la formation, de l'accompagnement et du suivi. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait seul. On a voulu, dès le début, donc, associer nos partenaires, les sachants, le conseil départemental par le biais de Mme Romuald et de notre facilitateur, Mme Bonacossi, nous accompagne au quotidien, mais également, et je crois qu'ils sont présents, les ETTI, entre autres GTEI de Mme Jacquin, qui nous accompagnent. L'intérêt véritablement pour nous d'être accompagnés par ces ETTI, c'est de pouvoir avoir un accompagnement au quotidien de ces personnes. Parce qu'il faut imaginer que même si nous, dans notre image, dans notre volonté d'inclusion, on veut considérer ces personnes qui sont éloignées de l'emploi comme des salariés lambda, donc on ne les met pas, ils ne sont pas discriminés ni positivement ni négativement, ils sont traités comme un salarié lambda, ils nécessitent de fait un accompagnement spécifique qui n'est pas notre métier, qui n'est pas mon métier même de RH. Et donc,
En cela, les agences d'intérim d'insertion étaient vraiment force de proposition et de suivi. Et nous avons encouragé l'ensemble de nos sous-traitants à ne pas hésiter à faire appel à elles pour poursuivre l'accompagnement de ces personnes. C'est aussi le rôle du département pour les bénéficiaires du RSA ou les jeunes de moins de 26 ans ou pour les personnels en situation de handicap. Donc, il y a aussi l'institution derrière. Mais voilà, en plus de tout cela, nous avons souhaité que vraiment l'ensemble des ETTI puissent être nos partenaires. De toute façon, nous ne faisons pas de discrimination, nous travaillons avec toutes celles présentes en Guadeloupe pour nous accompagner sur ce projet. Comme je le disais au début de mon intervention, que je vais essayer de faire le plus court possible, nous avons atteint l'objectif chiffré, effectivement. Nous continuons, ce n'est pas parce que nous avons atteint cet objectif que nous allons arrêter le suivi et le partenariat, le travail avec ces personnes sur toute la durée du chantier. Toutes les personnes qui sont considérées comme personnes en situation éloignées de l'emploi et qui sont dans cette clause d'insertion continueront d'avoir notre appui et notre suivi tout le long du projet. Parce que vraiment, certains qui sont arrivés chez nous dans des contrats courts, que ce soit en CDD ou d'intérim même classique, se sont vus proposer donc des CDIC, c'est des CDI de chantier, pour qu'ils restent nos collaborateurs pendant toute la durée du chantier, mais continuent à bénéficier d'un accompagnement, continuent à avoir une ligne spécifique dans le plan de formation pour que l'accompagnement soit pleinement total. Vraiment là, notre objectif et notre ligne droite pour cette année 2021, c'est d'améliorer et de se concentrer véritablement sur le qualitatif. On veut, parce que le chantier va se terminer un jour, on l'attend tous d'ailleurs, même très bientôt, on veut évidemment que ces personnes soient avec nous pendant la durée du projet, mais on veut aussi qu'à la fin du projet, oui, il y a quand même des chances qu'on n'ait pas, Pizzarotti, un deuxième projet de telle envergure en Guadeloupe qui nécessite le maintien de cette entreprise ici, de l'établissement de Guadeloupe. On souhaite que ces personnes aussi puissent être accompagnées et puissent pouvoir mettre en avant et valoriser le savoir-être, le savoir-faire qu'ils ont pu acquérir grâce à nous. Je n'ai pas parlé, c'est le savoir-être qui me fait penser, je n'ai pas parlé des missions de tutorat que nous avons pu mettre en place, mais ça fait aussi partie des choses qu'on a eu plaisir à faire. Le tout étant toujours de valoriser le collaborateur, qui soit au centre de nos préoccupations comme tous, mais surtout de ne pas le stigmatiser. Voilà, ça a été vraiment le fil conducteur, le fil rouge de nos actions, que les personnes se sentent soutenues, mais pas non plus ni infantilisés, ni considérés comme des collaborateurs qui pourraient être de seconde zone ou que sais-je. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Oui, très bien. Merci beaucoup, monsieur Mondane, pour cette intervention très riche et très instructive. On va passer à un autre exemple d'acteur avec le GTEI et madame Priscilla Jacquin. Madame Jacquin? Oui, vous m'entendez? On vous entend, on ne vous voit pas encore. Alors, attendez. C'est bon. C'est bon? Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Je n'ai pas entendu. Oui, très bien, on vous entend. Très bien. Alors, je me présente, Priscilla Jacquin, directrice du guichet territorial d'emploi et insertion. Donc, nous sommes un organisme, une SIAE, une structure d'insertion par activité économique de type entreprise de travail temporaire d'insertion. Et donc, nous avons pour mission de renforcer les politiques publiques pour l'emploi sur le territoire. Donc, notre offre globale de services est destinée d'une part aux demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés sociales du fait de leur situation de chômage et d'autre part à des entreprises qui ont des besoins en main-d'œuvre ou qui sont dans une véritable démarche de recrutement. Nos missions sont d'utilité publique
et notre activité relève du secteur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, d'ailleurs, pour ce faire, en fait, on adhère aussi à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe. Alors, comment on fonctionne? C'est simple. On embauche sous contrat de mission des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales du fait de leur situation de chômage. Et nous les plaçons dans des entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre qualifiée ou peu qualifiée, ou qui sont dans une démarche de recrutement. Donc, ces emplois d'insertion permettent aux demandeurs d'emploi de longue durée, donc qui deviennent nos bénéficiaires, d'être notamment repérés dans le monde du travail, de cumuler de l'expérience et de construire un projet professionnel en lien avec leurs compétences. Donc, l'offre globale de services déployés à l'intention de bénéficiaires, donc elle est constituée d'un ensemble d'actions, de moyens et d'outils mobilisés pour aider, accompagner et suivre individuellement chacun, dans le but, bien sûr, qui règle leurs problématiques sociales et professionnelles. Donc, tout au long de leur parcours, donc le parcours d'insertion chez nous, donc qui peut aller jusqu'à 24 mois, on combine la mise en emploi d'insertion avec principalement la résolution des problématiques, la formation pour l'amélioration des savoir-faire et savoir-être et la co-construction de nos projets professionnels. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que lorsque nous accompagnons nos bénéficiaires à développer ces savoir-faire et savoir-être, c'est qu'ils puissent correspondre au mieux aux attentes et exigences du monde du travail. Parce que la finalité quand même, c'est que toutes nos actions contribuent à faire que chaque bénéficiaire sorte de notre dispositif de façon positive. Donc, soit en CDD, soit en CDI, soit en formation qualifiante, ou en reprise ou création d'activité. Et le but quand même, c'est qu'ils s'insèrent durablement dans l'emploi aux conditions normales du marché du travail. Donc, s'agissant de notre service dédié aux entreprises, nous utilisons le support de la mise à disposition de personnel par le biais du travail temporaire. Et on dispose aussi d'un service de recrutement et de services d'accompagnement à la mise en œuvre et la gestion des clauses sociales des marchés publics. Madame Jacquin, je vais vous demander juste un petit instant, mais est-ce que vous pouvez rapprocher le micro en fait de votre bouche parce que oui, vous m'entendez mieux? On ne vous entend pas. Mieux? A priori, c'est bon. Enfin, après, pour un meilleur confort d'écoute, pour les personnes qui nous entendent, mettre un casque aussi, ça facilite l'écoute. Voilà. Merci. Vous pouvez poursuivre. Je peux poursuivre? Vous m'entendez mieux? Oui, oui, allez-y. Poursuivez. Donc, je disais, en fait, donc, depuis sa création en 2006, le guichet territorial d'emploi et insertion a mis en place une politique de partenariat avec les entreprises. Donc, s'appuyant principalement sur la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, donc de programmation pour la cohésion sociale, dite loi Borloo. Et donc, c'est donc dès la création en fait, de l'organisme, on a mis en place le partenariat gagnant avec les entreprises qui sont sensibilisées à la problématique de cohésion sociale et d'égalité des chances sur le territoire. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Et donc, depuis quelques années, on assiste à l'essor du nombre des entreprises qui s'engagent dans une politique de responsabilité sociale des entreprises. Et puis d'ailleurs, c'est pour répondre à ce besoin qu'en 2007, nous avons créé le réseau des entreprises citoyennes de Guadeloupe. Donc, toutes les entreprises avec lesquelles nous collaborons, elles signent une convention d'engagement et elles deviennent membres du réseau des entreprises citoyennes de Guadeloupe. Donc, elles s'engagent à respecter et à partager les valeurs qui nous définissent, c'est-à-dire l'homme placé au cœur de l'action. Donc, l'homme avec un grand H, bien sûr. Donc, quelques chiffres. À ce jour, on travaille pas moins avec 239 entreprises donc, qui sont engagées à nos côtés. Et il est quand même important de souligner aussi que ça représente 50% de notre activité économique qui nous mobilise en fait par rapport aux clauses sociales issues sur les marchés publics. Donc, une expérience positive.
nous pouvons confirmer que les entreprises qui s'engagent sincèrement dans l'action et qui sont véritablement investies dans la démarche nous permettent de réaliser notre mission sociale d'intérêt général. Voilà, mais ce n'est pas 100% des entreprises qui s'engagent. Voilà, mais je pense que on est quand même en bonne voie. Voilà. Donc, pour prendre un exemple aussi concret, je crois que ça a été dit indirectement précédemment, mais par rapport à un des plus beaux chantiers actuels de la Guadeloupe, nous avons eu, et dans le cadre de la clause toujours, nous avons eu à placer un peu moins de 36 personnes dans l'emploi d'insertion, ce qui représente un total d'heures de 25 000 heures, donc aux alentours de 16 ETP, donc quand même. Donc c'est vrai que principalement, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que ça me dit que ma connexion n'est pas bonne. Ça a coupé un petit instant, mais c'est revenu. Donc, je disais, en fait, ça correspond à donc, donc ces bénéficiaires, donc les heures réalisées par nos bénéficiaires sur ce chantier, correspond à 25 000 heures. Et que, bon, là, on est vraiment sur le secteur du bâtiment, mais enfin, il y a beaucoup à dire, hein, s'agissant de l'égalité homme-femme, et c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. Enfin, je tiens quand même à préciser qu'au titre de l'année 2020, nous avons réalisé un taux de 72% de sorties positives, malgré la situation actuelle. Et pour la même année, on a enregistré 182 demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'emploi d'insertion qui ont reçu en fait un accompagnement individuel et qui ont eu aussi un accompagnement pour régler leurs problématiques sociales et professionnelles. Donc, à mon sens, et par rapport à certaines expériences que nous vivons au quotidien, on peut confirmer que la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion liées au marché public permet de déployer et poursuivre une politique sociale d'utilité publique et d'intérêt général que nous développons depuis le début. Et voilà, en gros, c'est ça. Je tenais vraiment à souligner ça et j'ai été rapide, mais j'espère que j'ai été claire. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jacquin. Éventuellement, nous donner les coordonnées où on peut avoir des informations sur le GTI? Bien sûr, je peux le mettre dans le chat. Très bien. On le relaiera également sur Facebook. Okay. Donc, après ces témoignages, on peut passer à la vidéo, Angela. La vidéo, donc… Il reste le témoignage de M. Blombeau. Ah oui, pardon, effectivement, M. Blombeau, effectivement. Alors, attendez, il est là. Alors, hop. Donc, on passe effectivement à M. Joseph Blombeau de l'AGIPSA. M. Blombeau? Bonjour à tous. Voilà, très bien. Bonjour. Voilà, écoutez, j'écoutais avec intérêt le sujet de cette deuxième table ronde et je remercie Madame Romuald d'avoir pensé à nous pour vous faire partager également, je dirais, nos motivations et la manière dont nous activons justement, puisqu'on se considère également être des entrepreneurs sociaux. Donc, je suis Joseph Blombeau, le directeur général de l'AGIPSA. Je suis par ailleurs délégué régional Antilles-Guyane de l'Union nationale des entreprises adaptées, dont je suis le trésorier national. Juste avant de faire le témoignage sur le marché, je voudrais, par rapport aux éléments qui ont été dits tout à l'heure sur les clauses sociales, porter l'information, parce que je ne l'ai pas entendu, mais dans la loi actuelle, la loi climat, nous avons au sein de l'UNEA fait du lobbying avec d'autres, la FEI, pour que nous puissions voir inscrire dans cette loi, en fait, vous savez, il y a également les possibilités, quand elles ne sont pas forcément, je dirais, bien dédiées, de faire insérer un supplément pour la clause sociale. Et donc, c'est en débat actuellement au Sénat. Ça consiste à pouvoir réserver dans tous les marchés de la commande publique 5%
du marché réservé pour 5% de clause sociale dans tous les marchés. Donc, ça viendrait booster tout ce qui se fait actuellement, tout ce que le conseil régional et le conseil départemental et les autres ont présenté. Et on espère pouvoir, en tout cas, voir aboutir cette démarche législative. En ce qui concerne la GIPSA, la promotion de la personne handicapée au travers de l'emploi est un leitmotiv depuis plus de 30 ans. Et pour ça, on a deux leviers. Un levier, c'est le milieu protégé, les ESAT, vous en avez parlé tout à l'heure, et le milieu ordinaire, puisque les entreprises adaptées font partie du milieu ordinaire. La GIPSA gère le plus gros ESAT de Guadeloupe et la plus grosse entreprise adaptée. Le plus gros ESAT, on a 169 travailleurs en situation de handicap sur 2 modules et on couvre la Guadeloupe, donc Goubert et Abîme, et idem pour l'entreprise adaptée. Donc, au travers de l'entreprise adaptée, nous avons 43 salariés en situation de handicap actuellement et nous avons plusieurs champs. Nous avons le centre d'appel, nous avons l'espace vert, la couture, on en parlera, la maintenance et hygiène des locaux et un certain nombre, justement, la numérisation et d'autres secteurs. En ce qui concerne, je dirais, le sujet pour lequel Mme Romuald m'a demandé d'intervenir et le témoignage, c'est vrai que dès les premières heures du confinement, nous, on était au front parce que tout à l'heure, je vous ai dit, œuvrant pour certains clients de la maintenance et hygiène des locaux et faisant également de la restauration pour des établissements médico-sociaux, nous n'avons pas pu, je dirais, fermer en totalité toutes nos activités. Et il a fallu, malgré tout, convaincre, et on n'a pas eu souvent, du moins longtemps à le faire, les travailleurs en situation de handicap d'être en poste, contrairement à certains salariés valides. Et là, je voudrais attirer l'attention parce que ce sont des personnes qui ont, je dirais, l'ambition de faire reconnaître leurs compétences. Et là, nous sommes facilitateurs, la GIPSA, ainsi que les autres associations gestionnaires qui ont des établissements de milieu protégé, des EA. Et donc, très tôt, vers le mois d'avril, nous sommes inscrits dans la confection de masques. Et quand nous avons été sollicités par la région et le département, qui pensaient justement faire en sorte de pouvoir produire en local des masques tissus, c'est bien naturellement que nous avons montré notre intérêt à pouvoir faire reconnaître nos compétences puisque nous avions commencé déjà à en produire. Nous avons donc répondu au marché, c'était un marché à loti, avec un lot réservé au milieu protégé, et nous avons positionné notre ESAT. Et comme nous le faisons d'ailleurs pour les autres marchés, parce que nous répondons et nous sommes concurrentiels, parce que nous n'avons pas, je dirais, le droit de faire du dumping. Donc il ne s'agit pas pour nous brader, mais de faire justement un travail de qualité, et nous remercions tous ceux qui reconnaissent le travail que nous faisons et que font les ouvriers que nous accompagnons. Le département nous a notifié récemment que nous étions retenus. Nous nous en réjouissons et nous allons pouvoir mettre en place ce travail et montrer la qualité de ce que nous pouvons faire. Bien évidemment, comme beaucoup d'entreprises aussi, même si nous sommes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, notre EA a un agrément et peut avoir l'agrément de manière automatique. On demandera pour avoir l'agrément ESUS, notamment. La question du maintien de l'emploi, c'est aussi posé pour nous, puisque nous avons arrêté nos activités de production. Et donc, on a beaucoup réfléchi et nous avons voulu quand même, je dirais, profiter du fait qu'il y avait des aides pour pouvoir maintenir ou relancer, de s'investir dans d'autres activités. C'est ce que nous essayons de faire afin de maintenir l'emploi. Et je voudrais bien insister parce que je crois que c'est le rôle aussi de ces tables rondes, c'est de voir comment les acteurs, les entrepreneurs sociaux contribuent à maintenir une valeur ajoutée, contribuent à maintenir la richesse et l'épanouissement des hommes dans ce département. J'ai entendu et j'ai vu beaucoup de gros chiffres, c'est très bien. J'espère que réellement, on pensera plus souvent à nous parce que nous œuvrons au quotidien. C'est un combat. Nous aussi, on a notre lutte à mener et nous gérons des entreprises, nous gérons des hommes et des femmes qui sont là pour faire reconnaître leurs compétences. Donc voilà, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Mais s'agissant des masques, nous sommes au taquet.
on en a produit, on produit des masques résilience. Et pour la petite histoire, on avait intégré également un groupement d'ESAT et d'EA au niveau national qui a répondu au marché Alloti du ministère des Finances concernant 60 millions de masques. Et là aussi, nous avons été bénéficiaires. Le lot FEI a été bénéficiaire, le lot, je dirais, d'entreprises adaptées a été bénéficiaire. Et nous devrions également, pour notre part, contribuer à cette production de masques. Donc voilà, vous voyez, nous sommes sur tous les champs. Merci beaucoup, Monsieur Blondeau, pour votre intervention. J'ai vu une main levée de Marilyn Théophile. Marilyn Théophile, vous souhaitez vous exprimer, poser une question? Ah, je ne la vois plus. Ok. Marilyn Théophile, vous nous entendez? Il semblerait que... Nadège, si je peux juste en attendant que tu arrives à avoir Madame Théophile, simplement pour rebondir sur les propos de Monsieur Blondeau, puisque les chiffres, effectivement, on les a présentés, on a choisi de le faire avec Catherine, pour montrer à quel point nous avons un potentiel de développement de la clause sur le territoire et l'idée de montrer également les types de clauses et notamment la diversification des clauses dans la commande publique, c'est aussi de dire que l'acheteur public a cette possibilité, s'il en a la volonté, et c'est le cas, c'est ce qui est déjà en train de s'amorcer sur le territoire, de réserver des marchés aux structures, aux entreprises adaptées, aux ESAT, aux structures d'insertion par l'activité économique. Donc, vous n'êtes vraiment pas oubliés et c'est ce vers quoi on tend et c'est ce vers quoi on accompagne et on encourage les collègues aussi à mettre en œuvre au sein de leur collectivité. Alors, je vais réessayer. Marilyn Théophile. Marilyn Théophile, vous avez la parole. Peut-être un problème de connexion. Certainement. Donc, ce qu'on va faire, on va passer, parce qu'il nous reste que 2 minutes pour conclure justement ce deuxième atelier, on va passer à la vidéo, donc la vidéo qui devait être passée tout à l'heure. Donc, je vais partager pour cela mon écran. Sur la vidéo a disparu. Pendant que tu fais ça, Nadège, juste pour préciser, effectivement, je remercie vraiment M. Blondeau d'avoir pu se libérer. Et il y a aussi, je voulais signaler que dans les marchés réservés, donc il y en avait un pour les actes et il y en avait aussi un pour les structures d'insertion par l'activité économique, donc pour cette confection de masques. Et c'est ainsi que la structure d'insertion SAAG, Secours Adventiste, qui est située au quartier de La Croix aux Abîmes, a aussi été retenue. Porté par le docteur Agis, ainsi que Madame Cindy Barbeau-Molia pour Cap Insertion plus au Lamentin. Voilà, donc ce sont 2 SIAE plus un ESAT qui vont fabriquer aussi ces masques. C'est important de le dire. Et on a une structure qui relève du champ de l'ESS aussi, qui s'est vue attribuer aussi un autre lot du marché. Très bien. Alors voilà la vidéo. Vous entendez? Je travaille pour Jardin Paysage, M. Calabo. Mon poste, c'est chef d'équipe. Des fois, j'encadre les insertions. Bon, je leur montre ce qu'il y a à faire, comment il faut travailler. Bon, ça ne se passe pas tout le temps bien, mais bon, il faut faire avec. Bon, il y a ceux qui sont un peu réticents, mais il faut savoir leur parler. Il faut leur mettre en confiance. Quand ce sont des jeunes, j'aime bien les voir travailler, qu'ils ne soient pas dans la rue, on ne fait n'importe quoi. Bon, je suis en poste, ça fait plus de 20 ans. Et là, actuellement, je suis sur le rond-point de la Casse-Avril. On va l'embellir, on va faire quelque chose de bon, comme on a toujours fait, sur le rond-point. Un plaisir.
Donc voilà, c'était une belle illustration de ce qui est possible de faire avec l'embellissement des ronds-points, comme on peut le voir sur nos routes de Guadeloupe. Alors, je propose qu'on termine ici. Pour les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions, donc je vous invite à le faire en nous laissant un courriel à l'adresse qui va s'afficher donc dans le chat. De toute façon, on va également vous faire passer en fait un mini sondage. Voilà, je vais le lancer. Oups. Je peux recommencer, donc relancer. Les panélistes également, vous avez la possibilité. Voilà. Donc voilà, les personnes qui sont en ligne, vous avez la possibilité de nous faire, de voter pour. C'est un petit sondage de satisfaction à l'issue donc de cette conférence régionale. Et donc je le rappelle, donc les personnes qui souhaitent poser des questions et pour lesquelles nous n'avons pas pu forcément prendre vos questions en live, je vous invite à le faire en nous adressant donc un courriel à l'adresse voilà, qui maintenant s'affiche normalement sur vos supports informatiques, téléphone, ordinateur. Alors, vous voyez le sondage pour tout le monde? Ok. Oui. Ok, voilà, ça répond au fur et à mesure. Donc, je vous remercie pour tous. Merci d'avoir été présents si nombreux pour cette deuxième matinée de la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle que c'est un événement qui est organisé en collaboration avec l'État, la région, le département, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et également le Fonds social européen. Je remercie tous nos intervenants du jour, aussi bien M. Lombou, Mme Jacquin, M. Mandane, pour toutes vos structures que vous représentiez, Mme Baptiste Sinivassien, M. Solchois, là pour la région, Magali Lacambra, Mme Sandra Jean-Denis et également donc Mme Véré Plat, et également les administrateurs, Mme Guigou également aussi, que voilà, donc normalement pour les panélistes, j'ai oublié personne. Je remercie aussi tous les administrateurs de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire pour le soutien sans faille auquel pour lequel ils sont toujours présents, en tout cas à nos côtés, équipe de la CRES. Notre président Georges Menou certainement voudra certainement dire un mot pour conclure. Alors je regarde pour le sondage si on a fini. Non, d'accord, très bien. Ok, donc je laisse encore un peu voilà, je vais mettre fin à la diffusion en direct